Good evening, everyone, ladies and gentlemen. Ms. Golda El Khouri, UNESCO representative for the Maghreb region, Professor El Arabi Al Jaidi, Senior Fellow at the Policy Center for the New South. It is my pleasure to welcome you today at this webinar on innovation and new technologies in North Africa in the context of COVID-19. As you know, this meeting is jointly held by ECA North Africa Office, UNESCO Office for the Maghreb region, and also the Policy Center for the New South. I wish to start my statement by sharing with you some initial findings, which we will be published in an upcoming report. These findings reveal that the average growth in North Africa is expected to drop to minus 1.8% by the end of 2020. Also, it reveals that 5 million jobs are likely to be lost across the sub-region due to the COVID crisis. Also, traditional sources of foreign currency, such as oil, for example, in Algeria and Libya, tourism for Egypt, Morocco, and Tunisia, and remittances for the whole region are being deeply impacted. This crisis has brought several major changes, many of which will stay with us even after we bring the pandemic under control. I give you some examples here. Changes in how the economy works. We recently witnessed reorganization of global value chain, emergence of new strategic sectors, and so on. We also witnessed the acceleration of the fourth industrial revolution, increase in digitalization, automation, and so on. At the employment level, also the World Economic Forum survey shows us further and more significant changes are coming up. For example, 50% of the employers across the world plan to accelerate the automation of their work, and about 80% are expected to expand the digitalization of their work process. Also, 84% of the companies are seeking to accelerate digitalization. 83% are expected to scale remote work. What is important also for us as a center of excellence for employment is what will happen to the job creation. The study expects that the hours of work performed by machines and people to be equal by 2025, which could have impact on 85 million jobs across the world. But in the same time, it will enable companies to create 97 million new jobs by 2025. So there is a win. There is an additional job creation are expected by 2025. But also to make sure they are not left behind as the global economy recovers and transforms. At ECA, I'm not going to talk a lot about ECA because we have His Excellency, our colleague, Jean-Paul Adam, who's a director in ECA, and he's going to talk about ECA position and what we have done. But I just want to say a few words here that at ECA, we believe that the upcoming global economic changes can provide North Africa with significant opportunities. Over the last 3 weeks, our team here in Rabat has carried out 4 webinars on different topics, including SDGs,
Agenda 2063, the impact of the pandemic on trade, North Africa trade strategies, macroeconomic challenges, best practice on job creation. So we are basically preparing for the annual meeting with the government that is going to take place on 17th of November. Today's webinar also will focus on post-COVID-19 innovation and new technologies and how we can use them to safeguard North African achievements, generate an enabling environment for innovation to seize post-pandemic opportunities and facilitate job creation during and after the pandemic. In the course of the next 2 hours, we will seek to learn from the experts. We will ask them where North Africa wants to be in the next 5 years, how to get there. We would also like to seize this opportunity to ask our member countries in North Africa how we can assist them throughout this process, whether by helping to strengthen existing cooperation efforts or by setting following up mechanism to facilitate the implementation. In conclusion, I would like to say that I look forward to today's presentation and debate. Due to the limited amount of time, I would ask the participants to share their views in the chat box on the right-hand side of your screen in the language of your choice. With any further ado, I will give the floor to Golda El-Khoury to provide her statement. Over to you, Golda. Thank you very much. Chère Madame Vera Sangoué, la secrétaire exécutive de la CEA, cher Monsieur Larabi Raidi, Senior Fellow, Policy Center for the New South, chers panélistes, merci infiniment d'avoir accepté de contribuer à ce débat. Mesdames et Messieurs les participants qui nous suivent en ligne, mes vifs remerciements pour votre intérêt et votre participation à ce webinaire. Bonjour à toutes et tous, sabah al-khair, matin al-khair. Je tiens tout d'abord à remercier nos partenaires avec qui nous organisons ce webinaire, notre agence sœur de la Commission économique de l'Afrique CEA, le Policy Center for the New South, et à travers lui l'Office chérifien des phosphates, l'OCP, qui est de nos partenaires privilégiés dans la région de l'Afrique et au-delà. Comme nous le constatons toutes et tous, le monde est bouleversé depuis des mois par la crise de la COVID-19 qui, au-delà de ses impacts négatifs sur l'économie, est en train de virer vers une crise humaine atteignant les sociétés dans leur fondement et révélant ou aggravant les dysfonctionnements socio-économiques structurels. Le progrès accompli depuis plusieurs décennies pour combattre la pauvreté risque de régresser. Et le niveau d'inégalité au sein et entre les pays de s'écraser. D'où l'intérêt pour nous toutes et nous tous de réfléchir aux solutions innovantes pour juguler les effets de cette crise inédite. La pandémie de la COVID-19 a démontré au monde le rôle primordial joué par les nouvelles technologies dans la gestion de cette crise. En outre, ces technologies sont des leviers essentiels et des moteurs de croissance performants offrant des solutions innovantes, voire révolutionnaires dans différents domaines. Les pays de l'Afrique du Nord, et notre bureau couvre 5 de ces pays, devraient profiter davantage de cette évolution technologique pour fonder une nouvelle économie basée sur la connaissance et la créativité. Le secteur de l'éducation de l'UNESCO, qui constitue un de nos thèmes de débat aujourd'hui, pour le secteur de l'éducation au niveau global, et c'est le thème de notre débat aujourd'hui, on a assisté dans tous les pays du monde au passage forcé et brusque de l'apprentissage en présentiel à l'apprentissage à distance. À l'échelle des pays du Maghreb, cette reconversion n'a pas été facile. Continue d'être entravée par l'inadéquation à l'enseignement à distance des moyens techniques et des ressources éducatives, mais aussi par l'inaccessibilité des couches sociales défavorisées au support informatique adéquat.
Cette crise a révélé chez les pays du Maghreb un grand besoin en généralisation des technologies de l'information et de la communication dans les écoles et les établissements d'enseignement supérieur, ainsi qu'en techniques adaptées à l'apprentissage numérique, nécessitant une reconversion dans la scénarisation. Mais ce n'est pas que pour le secteur de l'éducation que ce besoin se fait sentir avec acuité. Le service public, l'industrie, la médecine, l'art, la culture, l'artisanat, le télétravail et toutes les composantes de l'économie devraient profiter de l'essor des nouvelles technologies pour relever les défis. L'UNESCO a toujours reconnu que les TIC ont un potentiel important pour accélérer les progrès, pour réduire la facture numérique et pour soutenir le développement des sociétés du savoir inclusive. En réponse à cette crise sanitaire inédite, l'UNESCO a engagé plusieurs actions et initiatives pour aider ses pays membres à minimiser les conséquences socio-économiques et environnementales de cette pandémie. Ainsi, l'UNESCO a organisé une série de réunions réunissant des dirigeants politiques, des ministres, des décideurs, des organisations multilatérales, des partenaires de développement et de l'éducation, et des mesures à adopter pour faire face aux défis dictés par la pandémie. Ces réunions ont essentiellement souligné la place accaparée par la technologie principale, donc bien le seul moyen qui a permis de maintenir la continuité de l'apprentissage formel. Ces initiatives se sont basées sur l'expertise, les connaissances et le travail que mène l'UNESCO depuis longtemps sur les multiples façons dont ils peuvent faciliter l'accès universel à l'éducation, combler les lacunes de l'apprentissage, soutenir le développement professionnel, renforcer l'inclusion et améliorer l'organisation et la gouvernance de l'éducation. Toutefois, ce passage généralisé à un apprentissage à distance dépendant des technologies n'a pas réussi toujours à maintenir les liens avec l'apprentissage formel pour la plupart des élèves. En mettant l'accent sur l'équité et l'égalité, l'UNESCO a lancé la Coalition mondiale pour l'éducation et la Global Skills Academy afin de répondre aux besoins des pays, tels qu'ils ont été exprimés lors des réunions ministérielles organisées. L'objectif était de réunir des partenaires de technologie, de connectivité et de contenu pour mieux aider les pays à offrir un enseignement inclusif et reconstruire un monde plus égal. L'UNESCO a également accueilli dès mars 2020, avec les premières de la pandémie, si vous voulez, et les confinements au niveau des pays, un dialogue ministériel en ligne sur le rôle de la science de la coopération scientifique internationale dans la pandémie de Covid-19. Suite à cette réunion de haut niveau, une recommandation est en cours de préparation par l'UNESCO sur les sciences ouvertes et sera présentée aux pays membres de l'UNESCO lors de la prochaine conférence générale qui sera tenue en novembre. Elle sera adoptée, discutée et adoptée par nos pays membres. Bien évidemment, l'éthique joue un rôle très important dans cette connaissance, sur la démocratisation des connaissances scientifiques et leur partage à tous les niveaux de la société. Comme vous le savez, l'essor des nouvelles technologies ouvre d'énormes opportunités pour la construction de sociétés du savoir. Mais la dimension de développement le respect total des droits humains et des normes et standards internationaux. Dans le but d'opérer ce changement de paradigme, depuis quelques mois, voire depuis l'année passée,
une large concertation à travers le monde pour élaborer la recommandation sur notre bureau a animé en partenariat avec la Commission nationale de l'Université canadienne l'UNESCO et avec des experts de l'Université de Montréal, dont M. Kais Mejri, que je remercie au passage pour sa collaboration à l'organisation du débat. On l'avait aussi avant, et aussi pour sa participation aujourd'hui en tant que panéliste. Merci beaucoup, M. Kais. Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie d'avoir accepté de contribuer à ce débat. Ils sont très attentifs aux recommandations qui ont ressorti et continuons à travailler pour la mise en œuvre. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite des discussions très fructueuses. شكرا جزيلا. Thank you very much, Golda, for your intervention, and thanks also for participating in this important webinar and being our partner in the organization. With further ado, I give the floor to Professor Al-Arabi Jaidi, Senior Fellow at the Policy Center for the New South. Professor, the floor is yours. Merci. Cher Khalid Husseini, cher ami, chère Madame Golda El Khouri, chers panélistes, bonjour à vous tous. Je voudrais tout d'abord saluer cette initiative tripartite qui réunit des acteurs appartenant à des sphères différentes pour partager leur analyse, leur point de vue sur un sujet d'une extrême importance, à la fois dans la conjoncture pandémique d'aujourd'hui, mais aussi et surtout dans la réflexion sur l'avenir et le devenir de notre région. Comme nous le savons tous, dans une économie mondiale de plus en plus fondée sur le savoir, l'innovation agit en tant que moteur de développement économique et de transformation sociale. Le Maghreb, évidemment, n'échappe pas à cette donnée intangible. L'innovation, comme on le sait, comme on l'a vu ces derniers mois, peut contribuer à ce que la sortie de la crise du Covid-19 se mue en une croissance ou en un développement visible à long terme. Nous savons aujourd'hui que un peu plus du tiers de la valeur des articles manufacturés qui sont vendus à travers le monde proviennent du capital immatériel. Images de marque, dessins, modèles, etc. Cela met en évidence justement ce rôle croissant de la propriété intellectuelle pour protéger et pour développer les actifs incorporels qui sont devenus des actifs intangibles du développement. Et dans la crise aujourd'hui, nous avons vu que face à la progression du coronavirus, les pouvoirs publics au Maghreb ont fait le pari de la recherche de l'innovation en mobilisant leurs ressources et celles des communautés technologiques maghrébines pour élaborer des solutions efficaces contre la maladie. Il est vrai qu'on observait aussi que les acteurs de la sphère technologique ont répondu présents en produisant des outils, des applications numériques, en développant des formes d'intelligence artificielle, etc. Nous avons vu aussi un certain nombre d'équipes de jeunes développeurs et des concepteurs se mettre en quête des solutions numériques contre la Covid-19 à travers le développement de la gestion des données de l'information, de la technologie de la cartographie, de l'apprentissage justement à distance ou des techniques ou des innovations dans le domaine de la santé, de l'adaptation des entreprises et des appareils de production pour innover et fournir des biens médicaux, pour aussi l'acheminement des aides monétaires et non monétaires à des populations pauvres, etc. Et parallèlement au pouvoir public, nous avons aussi constaté que les réseaux sociaux se sont aussi fortement mobilisés pour mettre en place
un suivi à cours des distances, un suivi des cours à distance, la mise en place du télétravail, etc. Cet élan, qui a concerné différents domaines, est louable en lui-même, évidemment. Je ferai tout simplement référence à 2 domaines dans lesquels cet élan a été particulièrement marquant. Ils ne sont pas les seuls. L'éducation, comme vous venez de le dire, et on a observé, on a constaté que la vitesse à laquelle les pouvoirs publics se sont tournés vers la technologie et vers l'apprentissage à distance pour atténuer les fermetures d'écoles a été remarquable. Elle a révélé en même temps la capacité des stratégies virtuelles de surmonter les difficultés auxquelles est confronté le secteur de l'éducation. Nous avons vu, dans tous les pays, des ministères publics, des enseignants, des établissements scolaires qui ont fait preuve de créativité dans un éventail de mesures et de stratégies basées sur la technologie comme solution alternative à la salle de classe traditionnelle. Mais, je dis mais, si les solutions apportées à la perturbation de l'apprentissage ont été innovantes et réactives, il n'en reste pas moins que certaines écoles et régions ont été mieux placées que d'autres pour tirer parti des ressources et des infrastructures technologiques, que des milieux défavorisés ont souffert de la qualité de l'apprentissage à distance. Donc, il s'agit de réfléchir de manière un peu plus profonde à l'avenir sur la nécessité d'améliorer les conditions de l'accès à l'enseignement par la technologie. De la même manière, dans le secteur de la santé, on a vu que l'usage des technologies au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Mauritanie a permis de compenser les déficits en ressources humaines et les déficits en équipement dont souffrent nos pays. Avec, je vais aller dire, ce développement du numérique, c'est presque une nouvelle épidémiologie qui est apparue. C'est ce qu'on appelle la big data épidémiologie, parce qu'elle permet de faire le lien entre l'analyse de l'épidémiologie, le mode de vie, le mode de réaction à la maladie, etc. Et nous avons vu qu'un certain nombre de progrès ont été réalisés, notamment à travers la remontée dans l'information sur l'épidémiologie présente, qui envahissait évidemment un certain nombre de territoires, dans la diffusion de l'information aux utilisateurs à travers les gestes barrières, dans la progression par la réponse, c'est ça ce qui est intéressant, collaborative des parties prenantes dans le domaine du dépistage, du suivi de l'infection, dans le renforcement de la coordination entre les pouvoirs publics et les réseaux de chercheurs et d'experts, et surtout dans l'usage des technologies, notamment à travers des imprimantes 3D qui ont permis le développement d'un certain nombre d'initiatives publiques ou d'initiatives citoyennes. Donc on a constaté à travers ces 2 secteurs, l'éducation et la santé, qui sont extrêmement névralgiques pour le capital humain, d'une véritable révolution en marche, qu'il s'agissait évidemment d'apprécier, mais en même temps qu'il s'agissait de faire ressortir de cette révolution un certain nombre de points positifs. Lesquels? Premièrement, et qui sont des enseignements pour tous nos pays. Premièrement, c'est l'effet positif que peut déclencher le volontarisme politique sur la vie du citoyen. Des initiatives rapides, efficaces des politiques publiques qui ont tranché avec les lenteurs des décisions, les pesanteurs bureaucratiques qui caractérisent traditionnellement nos politiques publiques. 2, l'agilité dont a fait preuve le secteur privé pour reconvertir ses capacités de production et adapter les réponses rapides aux menaces dans un certain nombre de secteurs. 3, le potentiel que dégage une approche collaborative, participative, qui implique décideurs politiques, société civile, secteur privé et citoyens. Et 4e élément, les leçons à travers cette expérience, c'est le bénéfice potentiel dont recèle, je dis bien potentiel, dont recèle l'action de coopération et de partenariat, que ce soit avec les organismes internationaux et avec les pays de voisinage. Nous avons vu évidemment, par exemple, pour des communautés économiques régionales africaines, comment elles ont su mobiliser leur potentiel commun. Le Maghreb, malheureusement, n'a pas utilisé toute sa dimension. Il l'a utilisé par certains aspects, mais pas toutes. Ceci dit, ce sont des initiatives louables, cela est certain. Mais il ne faut pas que ces initiatives soient un mirage qui brouille notre regard. Il ne faut pas qu'elles soient un arbre qui cache la forêt. Gardons notre lucidité. Ce sont là des ripostes à une pression de l'environnement, mais
ces ripostes, aussi positives soient-elles, nécessitent d'être intégrées dans une politique de long terme pour qu'elles soient pérennes, qu'elles soient inscrites dans une politique de recherche et d'innovation. Et c'est là où il s'agit évidemment aussi de réfléchir de manière approfondie sur l'état de l'innovation dans nos pays respectifs au Maghreb. Nous l'avons constaté à travers les indicateurs statistiques mondiaux que si évidemment dans le monde de l'innovation, les pays qui sont en tête continuent d'avoir cette position de leader, il y a un effet de rattrapage qui se fait par d'autres pays. Et il y a un déplacement vers l'Est, et notamment l'Asie, pas seulement la Chine, l'Inde, mais pas seulement la Chine et l'Inde, les Philippines, le Vietnam et d'autres pays qui se classent mieux aujourd'hui dans l'innovation qu'il y a 10 ans, etc. Or, le Maroc, dans le classement international, l'Algérie et la Tunisie aussi, restent en deçà de leur potentiel et de leur capacité. Et le Maghreb, dans sa globalité, ne bouge pas suffisamment dans les indicateurs d'innovation au mondial. Le paysage de l'innovation est en plein bouleversement et le Maghreb reste en deçà de son potentiel. C'est vrai qu'il y a des réussites ici ou là. Le leader dans l'innovation au Maghreb, dans l'éducation comme la Tunisie, dans la recherche-développement comme l'Égypte, dans les opérations de capital risque comme le Maroc, et j'en passe. Mais toutefois, les systèmes d'innovation du Maghreb restent caractérisés par des niveaux de faibles niveaux d'activité scientifique, une forte dépendance vis-à-vis des donateurs étrangers, notamment en recherche-développement, des liens sciences-éducation qui sont limités, une faible capacité d'absorption des entreprises et une utilisation limitée de la propriété intellectuelle, d'une certaine manière. Autrement dit, le Maghreb est caractérisé par de faibles investissements aujourd'hui dans la recherche-développement. Il évolue moins vite que les pays émergents. Et l'efficacité de sa dépense dans la recherche et le développement est relativement moindre qu'ailleurs. Et nous pouvons le constater, cette question fondamentale de comment mobiliser nos ressources, c'est que les technologies de l'information, comme vous le savez, l'innovation, jouent un rôle fondamental dans la chaîne de valeur, ça a été dit par notre ami Khalid. Et on le constate dans les secteurs stratégiques, dans celui de l'énergie, à travers l'évolution vers l'économie et une économie à faible émission de carbone, dans la recherche des technologies alternatives, disons d'énergie alternative, dans la question de la résolution de l'équation énergie-environnement, dans peut-être même le changement de nos modes de consommation dans le secteur de l'énergie. L'innovation nous interpelle sur tous ces aspects-là, comme elle nous interpelle sur les questions agroalimentaires. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'agriculture numérique, qui comprend les drones, qui comprend des capteurs satellites, qui fait face au changement climatique, au stress hydrique à travers les technologies d'innovation. Tous ces aspects-là nous doivent nous conduire à réfléchir sur le lien entre les innovations et la transformation économique, qui est à la fois un enjeu fondamental. Je terminerai cette introduction en disant attention aux risques du futur. Je dis bien attention aux risques du futur. Quels sont ces risques du futur? Nous sommes aujourd'hui face à une pandémie et il est crucial que le soutien à l'innovation aille au-delà des secteurs évidemment de l'éducation et de la santé. Vous avez dit Madame Golda El-Khoury et je vous soutiens. J'ajouterai aussi une chose qui est à mon avis fondamentale. Aujourd'hui, il y a un risque de retour d'un protectionnisme au niveau mondial et d'un renforcement de la protection intellectuelle. Il y a un risque aussi d'un tarissement des sources de financement de l'innovation. Et évidemment, ces deux éléments-là vont jouer un rôle très important dans notre capacité à réagir face à cette situation. Et la pandémie Covid-19 exerce évidemment une forte pression sur l'innovation. Elle entrave évidemment probablement certaines activités innovantes tout en stimulant l'ingéniosité dans d'autres, notamment dans la santé. Et il faut faire attention pour qu'elle n'ait pas de répercussions négatives sur les jeunes entreprises, sur le capital risque au Maghreb, sur les sources de financement que l'on peut mobiliser. Parce que les entreprises jeunes et les entreprises qui font de la recherche et développement sont importantes pour notre avenir.
Un autre enjeu, un autre risque, c'est la baisse des dépenses publiques dans la recherche et le développement, dans une conjoncture où peut-être d'autres secteurs vont solliciter la puissance publique. Il y a ce risque-là. Il y a le risque aussi qu'un certain nombre de programmes de recherche soient réduits dans leur dimension et dans la mobilisation de leurs ressources. Il faut faire très attention à cela. Donc le paysage de l'innovation est actuellement en train de changer, mais avec des contraintes financières auxquelles il faut faire attention. Dernier élément, c'est que aujourd'hui, le paysage de l'innovation dans le monde est extrêmement interconnecté. Or, au Maghreb, les frontières de ce monde restent encore étanches. L'innovation est devenue axée aujourd'hui sur la collaboration. Et des solutions technologiques de plus en plus complexes doivent être relevées par des défis maghrébins communs qui nécessitent des équipes de chercheurs de plus en plus nombreuses, des chercheurs spécialisés qui s'appuient sur une collaboration régionale et internationale. Il est impératif donc que les économies maghrébines soient ouvertes et développent leur ouverture réciproque pour favoriser l'innovation. Parce que la propagation rapide du coronavirus dans notre région, rend nécessaire cette réflexion nouvelle pour parvenir à une sortie commune. Il est vrai que si évidemment on est arrivé, comme je disais, à avoir des ripostes aujourd'hui satisfaisantes, l'avenir est encore plus complexe et il s'agit évidemment de favoriser à l'avenir la relation entre les instituts de recherche, les entreprises au Maghreb pour que l'on puisse développer des idées innovantes et développer des pratiques collaboratives parce que l'innovation est la source de nos solutions et la garantie de notre avenir. Merci. Thank you very much, Professor Jaidi, for the innovative and inspiring statement. Perhaps without any further ado and due to the time limit, I would like to give the floor to Mr. Saad Badawi, who is a senior data scientist at the Policy Center for the New South. Mr. Saad is going to address the question on how did new technologies help North African countries mitigate the impact of the COVID-19 and its impact on government services and national economies. The floor is yours, Mr. Saad. You have 15 minutes. Thank you. Merci, Monsieur Hussein. Merci, Madame Khouri. Et merci, Monsieur Jaidi. Donc, un petit mot rapide sur moi. Je suis senior data scientist. Je suis responsable du département data science au New South. Donc, comme indiqué, aujourd'hui, je parlerai de comment est-ce que les nouvelles technologies ont-elles aidé les pays nord-africains à limiter l'impact de la pandémie du Covid-19 sur les services publics et les économies nationales. Alors, peut-être avant d'aborder cette question directement, j'aimerais rappeler rapidement les conséquences économiques et sociales de la Covid sur les pays africains et les pays nord-africains notamment. Donc maintenant qu'on a un peu de recul, on peut grosso modo dire que la pandémie a eu un impact, a eu 3 ondes de choc. L'impact peut être résumé en 3 ondes de choc principales. La première qui est une baisse des échanges et une fragilisation des canaux commerciaux, notamment à travers la baisse des investissements directs étrangers venant de la Chine. La deuxième onde de choc vient principalement de l'effondrement de la demande qui est associée au confinement des pays européens et des pays de l'OCDE. Et finalement, on peut aussi parler d'une troisième onde de choc qui est un choc d'offres à l'échelle du continent qui vient de la baisse du commerce intérieur et du commerce intra-africain. Donc, ce qui est sûr, c'est que le virus a en effet fait reculer la demande des biens et services, a fait reculer l'offre et a aussi directement resserré la liquidité des entreprises et notamment des PME. Cependant, on peut dire que maintenant qu'on a un peu de recul, on peut dire que ces conséquences négatives sont un mal pour un bien, ou plutôt un grand mal pour un bien, car la crise a fait progresser la transition numérique, même si elle est un peu forcée,
et a aussi accéléré l'adoption des nouvelles technologies, ce qui a quand même conduit la région à accroître sa capacité de riposte en s'appuyant sur ces mêmes outils numériques et à favoriser, je dirais, la distanciation sociale. Donc, on a vu, et ça a été cité par M. Jaïdi, on a vu l'émergence d'un état d'esprit et d'une tech made in Africa, pleinement engagée dans la lutte contre le Covid. Et on a vu, par exemple, des ingénieurs africains élaborer des solutions locales, et j'insiste sur le mot local, pour lutter contre le coronavirus et soutenir l'économie nationale, et cela dans plusieurs domaines, dont je vais citer, par exemple, l'agriculture, la santé, la distribution. Je vais présenter quelques exemples dans quelques minutes. Et donc, on peut dire grossièrement que la tech africaine a montré l'étendue de ses talents dans deux types de technologies. Un étant la technologie de base et deux, des technologies un peu de pointe, notamment de type d'intelligence artificielle. Donc, en ce qui concerne, je vais commencer d'abord par donner quelques exemples sur les technologies de base et ainsi illustrer comment les technologies ont atténué l'impact. Donc, en ce qui concerne les technologies de base, je vais peut-être commencer par rendre hommage au télétravail. C'est grâce à ça c'est grâce aux technologies digitales et aux connectivités que le télétravail a pu se généraliser. Et on a même vu quelques entreprises accroître leur résilience opérationnelle. Donc, c'est important de mentionner. Je vais aussi prendre quelques exemples du domaine agricole où on a vu des initiatives respectables. Je vais peut-être commencer par l'Égypte, où, comme vous le savez, beaucoup de petits exploitants familiaux jouent un rôle important dans l'approvisionnement des marchés locaux. Donc, le contexte est que ces agriculteurs ont dû faire face aux défis de la pandémie, notamment en ce qui concerne les défis de la désinfection et du nettoyage des matériaux de travail. Ces petits exploitants n'avaient pas la formation ni les connaissances nécessaires pour pouvoir assainir leurs outils, tout en assurant la sécurité alimentaire des consommateurs. Donc, dans ce sens, la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a fourni aux petits exploitants les connaissances nécessaires à travers des vidéos qui ont été communiquées via WhatsApp et SMS, les connaissances nécessaires pour surmonter les défis, notamment en leur montrant comment il fallait utiliser les produits chimiques pour ainsi nettoyer et désinfecter leur matériel de travail et de récolte. Donc, j'ai pris l'exemple de l'Égypte dans le domaine agricole, mais on a aussi un exemple qui a d'ailleurs été primé par la FAO, qui est au Maroc. On a vu émerger au Maroc la solution digitale appelée Taysir, qui a été développée par Cosumar. Cosumar, qui je vous rappelle, est une entreprise qui est spécialisée dans la production, l'extraction et le raffinage du sucre. Donc, à travers cette solution digitale, les fonctionnalités de la chaîne agricole, c'est-à-dire toutes les opérations de programmation, d'arrachage de plantes sucrières, d'encodage automatique des parcelles, d'affectation des machines agricoles, transport et livraison, et jusqu'au paiement, toutes ces opérations ont pu être assurées à distance par cette solution. C'est ce qui a finalement fait que le marché local ici au Maroc a été approvisionné de façon constante, sans interruption. Donc, on peut voir ici que dans le domaine agricole, même dans le domaine agricole, les technologies ont pu jouer un rôle majeur. Et là, je passerai du domaine agricole, je passerai au domaine des services publics où je vais donner aussi quelques exemples. Le service public où on a vu même les administrations les plus réfractaires au numérique se dématérialiser ou plutôt dématérialiser certaines démarches pour fluidifier le fonctionnement des services publics. Notamment, par exemple, on peut prendre l'exemple de la Tunisie, où le ministère de l'Intérieur a délivré des autorisations
de circuler via Internet. On peut aussi prendre l'exemple du Maroc, où maintenant beaucoup de procédures administratives peuvent se faire à travers une plateforme digitale, notamment pour obtenir des autorisations économiques pour l'ouverture d'un commerce ou même des autorisations urbanistiques pour la construction des maisons, des immeubles ou pour la continuation des constructions en cours. Toujours dans le domaine des services publics, on peut aussi citer l'exemple des aides financières où juste après le début du confinement, on a vu qu'une base de données numérique a été mise en place pour justement permettre aux personnes sans numéro de sécurité sociale s'inscrire. Donc l'idée, c'était de complètement digitaliser les demandes d'indemnité sociale pour limiter les rassemblements autour des points de collecte. Donc, je vous rappelle qu'au Maroc, il y a plus de 2,4 millions de Marocains travaillant dans le secteur informel. Donc, vous imaginez que gérer la logistique et la distribution des sommes forfaitaires tout en limitant le rassemblement au point de collecte est quelque chose de difficile à faire. Et cela est vraiment un bel exemple et un exemple à discuter de comment est-ce que les technologies ont été utilisées pour rapidement et efficacement soutenir les personnes les plus vulnérables. Donc jusque-là, j'ai présenté quelques exemples du domaine agricole, j'ai parlé des services publics, j'ai parlé un peu des finances, de comment est-ce que le gouvernement marocain s'est organisé pour apporter des aides financières aux plus vulnérables. Donc, tous ces exemples sont en fait faits à travers des technologies de base, que je qualifie de base, c'est-à-dire c'est des technologies qui existaient, mais qui ont été fortement exploitées pour pouvoir soutenir les personnes les plus vulnérables de façon efficace et rapide. Mais on a, dans un deuxième volet, on a aussi assisté à des technologies un peu plus innovantes, notamment des technologies à base d'intelligence artificielle. Et je commencerai par donner quelques exemples dans le domaine sécuritaire, où on a vu des drones et même des robots humanoïdes mis à la disposition des services de sécurité. L'exemple qui me vient en tête est l'exemple de la Tunisie, où on a vu des robots de surveillance déployés dans les rues de Tunis pour faire respecter les mesures de confinement. On peut aussi prendre l'exemple du Maroc, où on a vu aussi des drones dotés d'une technologie marocaine déployés pour la surveillance aérienne, mais pas seulement. Ces mêmes drones ont été utilisés pour la diffusion des messages d'alerte ou encore la désinfection des espaces publics. Ce qui est peut-être intéressant à mentionner dans cet exemple, c'est que ces drones ont été principalement déployés pendant la période du Ramadan, où les gens en fait se rassemblaient sur les toits des immeubles pour la prière nocturne. Et donc vraiment le seul moyen efficace de toujours surveiller et sensibiliser les gens sur leurs devoirs citoyens était l'utilisation des drones. Et donc encore une fois, là, c'est un bel exemple d'innovation, de voir comment est-ce que la technologie a rendu service au service de sécurité. Et donc j'aimerais aussi donner quelques exemples en passant par le domaine médical, qui à mon avis est le domaine où on a vu le plus d'innovation émerger ces derniers mois. Et on peut aussi prendre l'exemple de la Tunisie, où on a vu plusieurs ingénieurs tunisiens créer une plateforme en ligne qui scanne les poumons à rayon X. C'est un scanner pulmonaire à rayon X. Donc le procédé fait que on télécharge la radiographie sur Internet et il y a des modèles qui sont entraînés à reconnaître les signes d'infection du coronavirus. Et donc là, c'est vraiment un bel exemple d'innovation, car ces modèles d'intelligence artificielle, on peut atteindre une efficacité de 90%, ce qui est exceptionnel étant donné que le coronavirus ou le Covid-19 est une maladie plus ou moins nouvelle. Donc les données sur ces maladies sont plutôt rares.
Toujours dans le domaine médical, comme vous le savez, on a assisté à une pénurie mondiale des respirateurs artificiels. Donc les respirateurs artificiels sont importants car ils permettent la ventilation des poumons des patients qui sont malheureusement infectés. Donc quand on a un lit de réanimation, on a forcément un respirateur artificiel à côté. Et donc c'est un matériel qui est extrêmement important à avoir dans les hôpitaux. Et donc vu la pénurie, le Maroc s'est lancé dans la conception de respirateurs artificiels 100% marocains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fabrication du moteur réducteur, des cartes électroniques et aussi aux pièces mécaniques, tout l'assemblage se faisait au Maroc. Et c'est ce qui a permis à plusieurs hôpitaux de prendre en charge des patients et d'alléger un peu la pression qui se trouvait déjà sur le matériel existant. Et peut-être pour en finir sur le domaine médical, je vais prendre un dernier exemple qui est l'invention d'un masque intelligent en Afrique du Nord, un masque intelligent qui permet la détection à distance des symptômes du Covid. Donc, selon les chercheurs, ce masque aurait la possibilité de détecter les symptômes tels que la fièvre et la toux, et aurait même la possibilité de communiquer des informations aux autorités sanitaires concernées. Donc, comme vous le voyez, nous avons là plusieurs exemples de technologies de base et même technologies à base d'intelligence artificielle qui ont vraiment joué un rôle important ces derniers mois. Je n'ai pas cité les applications de traçage automatique qu'on a vu émerger au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Mauritanie. Je n'ai pas aussi bien sûr cité les efforts conséquents qui ont été faits dans l'enseignement à distance. On a vu des autorités publiques et privées investir dans des plateformes en ligne pour assurer un suivi scolaire et universitaire aux citoyens. Mais ce qui est sûr, c'est que la technologie a été bel et bien présente. Bon, à quel degré la technologie a atténué l'impact, c'est certes un peu difficile à quantifier, mais ce qui est sûr, c'est que l'impact est là et nos vies n'auraient pas été pareilles sans leur existence. Maintenant qu'on a pris un peu des exemples et qu'on a illustré comment les nouvelles technologies ont joué un rôle important pour soutenir l'économie nationale et fluidifier le fonctionnement du service public, on peut se demander quel type de leçons peut-on en tirer. Donc peut-être, on va prendre des leçons intuitives. Professor, if you could kindly wrap up in 1 minute because we are running out of time. We still have 3 more speakers in addition to discussion. So I would be very grateful if you could wrap up in 1 or 2 minutes. Thank you. Alors, les recommandations qu'on peut tirer de cette analyse, c'est que pour atteindre le plein développement, l'accès à Internet est très important. Je dirais même que c'est le nerf de la guerre. Donc, améliorer le taux de pénétration d'Internet dans les pays africains est fondamental pour plusieurs raisons. La première, c'est assurer des services publics de base. La deuxième raison, il faut favoriser l'échange d'informations en temps de crise. Donc, comme vous le savez, en temps de crise, il y a une pression de temps, les minutes sont comptées. Donc, en favorisant l'échange d'informations entre les départements, les efforts se dupliquent et ne deviennent pas redondants. Et donc, pour que ça soit possible, il faut créer un écosystème qui boosterait l'innovation, et notamment en commençant par mettre en place un cadre juridique et réglementaire qui assurerait la protection de données, notamment la protection des données sensibles dans le domaine médical. Et donc, c'est des choses qui sont extrêmement importantes à prendre en considération dans le futur de l'innovation. Et peut-être une dernière recommandation pour les autorités est de adopter une attitude active et non réactive pour continuer à financer l'innovation et financer les startups, parce que ce sont les gens vers lesquels on se retourne le plus pour trouver des solutions digitales rapides, comme ça a été le cas par exemple dans l'application du traçage automatique qui a été fondée par des chercheurs universitaires en partenariat avec les gouvernements maghrébins.
Et donc, j'en finis là et je passe la parole à Monsieur Khouri. Monsieur Hussein, pardon. Thank you very much, Professor, for again very comprehensive presentation. I will not really get into it, but I just want really to throw this question to you and to other speakers. We are talking about speeding up digitalization, but as you know, we are in a time of crisis where the fiscal budget is squeezed. All countries are suffering from a huge budget deficit. So where the fund is coming from? Is it coming from the government? The government is not able really to do so. Is it coming from the private sector? How can we help or stimulate the private sector to inject finance into this? Again, with no further ado, I move quickly to Mr. Qais Mijri, Director General of Innovation and Technological Development at the Ministry of Industry and SMEs of Tunisia. Mr. Mijri, the floor is yours and you have 10 minutes from now. Thank you. Merci beaucoup, merci. L'éducation constitue vraiment un pilier des objectifs de développement durable des Nations Unies et vraiment pour les années futures, ce secteur de l'éducation connaît des transformations et des changements exponentiels et des changements qui vont vraiment bouleverser le monde de l'éducation d'une façon sans précédent. Et ce, grâce essentiellement à le développement de certaines technologies de rupture, dont notamment l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle et la réalité augmentée. L'intelligence, donc, face à ce développement qui a commencé, disons-le, à partir de la révolution d'Internet, qui a complètement changé le paradigme d'un système qui gère la rareté vers un système qui gère l'abondance. La rareté, avant, si vous vous rappelez bien, c'était la recherche très difficile du savoir, c'était des ressources limitées du savoir et vraiment on fournit beaucoup d'efforts pour déjà acquérir et collecter l'information, le savoir. Maintenant, avec la technologie, avec la révolution d'Internet, on est beaucoup plus dans un flux d'un vraiment séisme ou inondation de données et d'informations pour lesquelles il y a ceux qui sont des informations et du savoir juste et réel et vérifiés et d'autres qui ne le sont pas et qui sont plutôt du fake news. Donc, on gère beaucoup plus l'abondance. Et pour cela, autre point, autre paradigme qui a changé, au-delà abondance-rareté, le deuxième paradigme, c'est qu'on est arrivé actuellement à un développement technologique tel qu'on vit beaucoup plus dans l'instantané, beaucoup plus que dans le différé. Avant, pour faire passer le savoir, probablement des enregistrements, faire des livres, écrire etc. L'unité, c'est beaucoup plus unité des années et des mois et des jours. Mais avec le développement de l'Internet, on peut écrire et partager le savoir presque à l'instantané. C'est comme on est en train de le faire actuellement dans les 4 coins du monde. On peut échanger instantanément du savoir et de l'expertise, de l'expérience réciproque dans l'instantané. Donc, ces différents paradigmes ont changé et changeront d'une façon exponentielle l'éducation. Éducation qui connaît malheureusement une inégalité à l'échelle du globe terrestre, à l'échelle de l'humanité, vu qu'il y a des pays qui sont nantis, qui ont une capacité de donner un savoir à leur population. Par contre, d'autres n'ont pas ces moyens-là et on reste dans des taux très élevés à l'échelle mondiale au niveau de l'accès à l'éducation pour plusieurs pays,
voire même des continents à l'échelle de l'Afrique. Donc c'est un défi très très important pour lequel un défi technologique, mais également un défi planétaire de justice sociale et de développement durable. L'éducation, maintenant concernant les défis au niveau de l'éducation en tant que telle, pour disons, les trois parties prenantes dans l'éducation. Dans l'éducation, il y a l'élève lui-même pour lequel il y a des défis, l'enseignant, une partie prenante pour lequel il y a aussi des défis spécifiques, mais également le savoir, la compétence pour lequel il y a des défis spécifiques pour l'adapter à ces nouveaux paradigmes. Si on veut quelque part identifier ces nouveaux défis, tirés essentiellement, comme je l'ai expliqué, autour de ces nouvelles technologies de rupture, à l'instar de l'intelligence artificielle et à l'instar de la réalité augmentée, la 5G, etc., qui ont bouleversé l'éducation, on part vers des défis pour adapter d'abord le contenu du savoir, le contenu de l'information par rapport à ces nouveaux moyens de communication. On n'est plus actuellement dans une logique réceptive, logique verticale où la compétence ou le savoir est promulgué d'une façon unilatérale, d'une façon moins interactive. Avec le développement de la technologie, il y a un défi comment donner le savoir, adapter le savoir selon le parcours personnel de chaque étudiant, de chaque élève. Comment arriver à donner la possibilité à chacun de s'épanouir, de développer ses compétences, de développer son potentiel selon ses préférences, selon ses capacités, selon ses disponibilités. Actuellement, l'on voit beaucoup de solutions qui s'insèrent dans cette logique de adaptative learning, de l'enseignement adapté. Comment on arrive à travers l'intelligence artificielle et avec les solutions qui captent quelque part le degré d'attention de l'élève ou le degré d'assimilation de l'élève, on arrive à adapter le cours d'une façon personnalisée selon le rythme d'apprentissage, selon la disponibilité horaire, selon les préférences pour chacun. Et ça, il y en a quelques expériences qui actuellement sont à l'échelle de laboratoire, comme on le voit par exemple en Chine ou dans certains pays scandinaves ou aux États-Unis. Mais dans quelques années, ça sera probablement la règle. Le deuxième défi, et qui concerne le savoir également, c'est comment rendre l'éducation n'est pas synonyme à des diplômes décernés à des étudiants, à des élèves pendant un laps déterminé de leur carrière ou de leur vie. Vous savez, généralement, les étapes d'un élève ou d'un être humain, c'est de commencer les études après 5-6 ans jusqu'à arriver à la faculté et après on plonge dans le monde professionnel. Ce parcours typique qui existe depuis, disons, des millénaires ou des centaines d'années, beaucoup de temps, probablement ou certainement va être cassé. L'éducation ne va plus être une étape dans la vie et après on s'en passe. Le modèle qui va être développé dans les années à venir, c'est un modèle d'éducation pour la vie dans lequel on développe au fur et à mesure nos compétences, du part la volatilité du monde de travail et la volatilité du marché de travail et des compétences qui en sont en train de changer d'une façon exponentielle. L'éducation doit suivre et doit offrir la possibilité à chacun de suivre la formation, de développer des compétences tout au long de sa vie. Et il n'y a pas vraiment un cours où vraiment on s'arrête
aller à l'école, disons. Et l'on voit ça à travers des plateformes et des solutions technologiques à l'image de EDX ou solutions qui existent à l'Internet, où la majorité du savoir existe déjà, des cours des MBA ou des cours dans tous les domaines de la science, et pour lesquels vous pouvez suivre des cours avec des propositions de self-paced programmes et des domaines de certification suivant les compétences qui n'ont pas un modèle de diplôme prédéfini. Donc le diplôme, probablement, il disparaîtra dans le monde de l'éducation et certainement il y aura des compétences qui sont développées à la carte pour chacun. Un autre défi, un autre changement et défi que va connaître l'éducation, c'est le défi pour l'enseignant et pour lequel la majorité ne sont pas adaptés et préparés à ce bouleversement de paradigme pour le domaine de l'éducation. Comment arriver à mettre à niveau les enseignants à l'échelle de nos écoles, de nos universités, de nos centres de formation, comment préparer ces enseignants à ces révolutions technologiques. Il y en a, comme vous le savez, certainement dans le pays développé, aussi bien que dans le pays en voie de développement, on voit des professeurs qui ne sont pas nécessairement très adaptés, très familiers avec l'usage de la technologie. On l'a vu dans la crise Covid, que ce n'était pas aussi évident d'inculquer, de donner la main à des enseignants pour les enseignements en ligne. Ça a été très rapide. C'était quelque part on a besoin d'un grand effort à l'échelle des pays développés, aussi bien au niveau en voie de développement, de développer les compétences des enseignants, de développer leurs compétences pour l'usage de la technologie d'une part, mais également l'adaptation de contenu pédagogique par rapport à ces nouveaux outils de communication. Parce que donner un contenu live, un contenu où on est vraiment en situation réelle avec les étudiants, où on peut constater le degré d'attention, le degré d'assimilation, où on peut échanger des émotions, parce que l'éducation, quelque part, c'est une opération d'encadrement, une opération d'échange humain. Mr. Mejri. Oui. I hate to stop you, but due to the time constraint, and we still have 2 more speakers, so I would be grateful if you can wrap up in 1 minute, please. Thank you. D'accord. Donc, les défis pour les enseignants, c'est de les préparer à l'usage de la technologie, mais également à l'adaptation de leur contenu pour cette nouvelle donne à l'échelle technologique. Donc, si on peut résumer quelque part, c'est que, notamment pour les pays en voie de développement, c'est que on a besoin de développer nos compétences autour de 3 axes. D'abord, l'axe premier, c'est l'axe des talents, de capacités, aussi bien de l'élève que pour l'enseignant. Et ça, c'est un défi très important. Le deuxième axe, c'est développer la capacité de nos entreprises pour développer des solutions innovantes qui peuvent carrément révolutionner l'éducation, mais tout en gardant cette interactivité et cet échange humain entre l'enseignant et l'élève. Et le troisième défi, c'est le défi éthique. Comment mettre tout cela, donner le savoir, donner des solutions adaptées, mais tout dans le respect de l'éthique, dans le respect des données personnelles, dans le respect des droits de l'homme, dans le respect de l'équité et la justice sociale.
Et merci pour votre... Thank you very much, Mr. Mijri. Without further ado, I would give the floor to His Excellency Jean-Paul Adam, ECA Director for Technology, Climate Change, and Natural Resource Management. JP, the floor is yours. Thank you. Over to you. Your Excellencies, ladies and gentlemen, as we have already heard, the COVID-19 pandemic has been particularly damaging for Africa, including North Africa. And this is linked to the vulnerability that is inherent in the region to external shocks, and also the limited capacity in many cases to absorb those shocks. So North Africa has been significantly impacted, largely because of the impact of tourism, for example, the decline in prices for key commodities, and also the capacity to respond to the crisis. North Africa was actually performing extremely well in terms of overall economic growth prior to the pandemic, although challenges already existed in relation to inclusion and equality, even though there were major strides being made to address these issues. And in fact, the North African region was the second best performing region in Africa pre-COVID. And before COVID-19, it was actually estimated that the North African economy would grow by 4.4% in 2020 and 4.5% in 2021. So there was very much a sense that we were going in the right direction. But with the pandemic, all of those expected gains are expected to be wiped out. And this has immediate impact on the issues of social inclusion. So in terms of the impact of the pandemic, in terms of cases also, North Africa has recorded some of the most significant numbers in the whole African region. And because of this prolonged impact, and also the fact that we are facing globally a second wave or even a third wave, the economic recovery may only start in 2021. And even then, we will be feeling the impacts for many years to come. So in the face of all of these challenges, we must not ask ourselves how simply to reinstate positive growth rates. We must ask how we can adopt sustainable paths for development that foster inclusion. Digital technologies are obviously at the heart of this green-based inclusive recovery for Northern Africa. The digital economy, and particularly we're going to refer to the internet economy, provides significant economic and social benefits for countries. And numerous of studies have shown that this is despite or whichever their level of development. Now, very critically, Northern Africa is actually in a stronger position than the majority of the continent due to a stronger infrastructure base and also better penetration of mobile broadband. A lot remains to be done in that regard, but there is a comparative advantage for this region. With respect to the specific benefits that digital technologies bring to users, it facilitates online education and access to digital healthcare, and it can also help provide training, and particularly in the current environment, it can link young people towards employment opportunities. In the healthcare sector, we have already heard of a number of innovations that have emanated from Northern Africa, and most notably, the example that was already been given about Tunisian researchers who have been using technology from the Institute INSAT, using X-rays and a web-based platform to scan lung X-rays and to be able to allow identification for patients suffering from COVID-19. This technology is innovative, and it is also a means which shows by which countries can adapt existing technology and apply them in an innovative manner. The internet is a key enabler to change Africa's position with regards to trade, and in particular, in positioning Africa as an important player in relation to e-commerce. It can allow African firms, and in particular North African firms, to be better placed on the value chain. The internet can help entrepreneurs to turn their ideas into innovations and then consequently also link their innovations into income and wealth generating opportunities. The internet is also an enabler for existing enterprises to become more efficient and to access markets beyond their immediate presence, physical presence.
So new and emerging technologies, mobilizing the power of the internet, can also bring families and friends together during and also after the pandemic, and help citizens interact with their governments, and also create linkages among businesses themselves. In this regard, we are very pleased to note that governments in North Africa have continued to take measures to create an enabling environment in which technology startups can thrive. So while young people under 24 years old represent nearly half of North Africa's total population, there are significant challenges in that almost 26% of these young people remain in a status of unemployment. But this is situated in a circumstance where internet penetration reaches on average 65% of the population in the region. And this can create opportunities for linking out of work young people to opportunities in digital jobs. The North African tech startup landscape has grown as a prominent region for the tech ecosystem on the continent. Some of the developments that we have seen, we have noticed the bus hailing firm SWVL or Swivel, for example, which raised $42 million as a largest funding pool for an Egyptian startup. We have also seen in Egypt, Max AB, an Egyptian e-commerce marketplace, raising $6.2 million. And also there is the 5-year-old ride-hailing startup Temtem, which raised $4 million in Algeria. It's also noted that there is a foundation in terms of the local talent pool in this region to sustain the growth in these ecosystems. And especially notably, Morocco and Egypt are ranked among the top 5 fastest growing developer communities on the continent over the past year. The geographical location of North Africa also is enabling countries in the region to expand their markets outside of Africa effectively. The proximity with the Gulf and Middle East region in particular is allowing startups from this region to position themselves in relation to those markets. North African startups are also targeting integration within the African tech markets. And the company that I already mentioned, Swivel, has expanded into Kenya and Nigeria this year, with plans to also expand into other markets. These are examples of technologies being developed in North Africa, which can benefit the whole continent and which are also creating jobs across the continent. There is strong justification, therefore, and value added for undertaking sub-region centric economic research and analysis to ensure that the progression of digitalization is done in a way which is specific to the North African region, recognizing its strengths and also its weaknesses. ECA stands ready to work with countries of the region and also the universities and think tanks and institutions to further develop this work. This region is also an outlier in Africa in relation to investment in research and development. A number of North African countries are close to the target of spending almost 1% of GDP on research and development, and several also exceed the target of at least 600 researchers per 1 million population. Key areas of research to be focused on could include data governance and management, privacy and personal protection and digitalization, skill set development, and requirements for fostering innovation in the continent and similar related aspects. This is particularly important because the right policy and regulatory environment is essential to maximize the opportunities that are emerging. North Africa is well placed to be a driver of e-commerce, particularly leveraging the African Continental Free Trade Area. It is important that attention be given to the flow of affordable financing in this context for startups in the digital and tech sectors. This remains a challenge across the whole of Africa. And a key option to pursue is to provide governmental support and guarantees to startups in this sector, and in particular where various countries in this region are putting forward stimulus plans, and there will be necessity in forthcoming budgets to put forward new stimulus plans. It will be important that these stimulus look particularly at the access to finance in the tech sector, particularly for young entrepreneurs. And this must be mobilized to particularly accelerate the response to address the impact of COVID-19, create employment opportunities,
and ensure that Africa's digitalization response can move at a fast pace. I will now touch upon a few of the areas where ECA is particularly supporting development of policies and frameworks to help countries transition in terms of their digital transformations. You have 2 minutes. Thank you, Khaled. I'm on the last few points. Okay. So ECA is supporting North African member states in the development of policy milestones. And this includes policy and regulatory frameworks, particularly around data protection, the digital analytical skills development around human resources, fostering investment in data management infrastructure, and also ensuring that there is a strengthened interoperability and data exchange platforms among the various countries in Africa, because if one country is using one platform, there has to be a way of engaging with other countries in an effective manner. ECA has established also the Center of Excellence on the Digital ID, Digital Trade and Digital Economy to support countries, including in North Africa, to fully harness the digital potential. And this includes support for the implementation of a digital ID across Africa, where governments that have better information about their citizens can also better support their citizens. We're also facilitating the use of communication and information platforms, and there are many good examples already existing in North Africa, which can be supported by the ECA model, and also the strengthening of e-commerce platforms, which are going to be a key driver of growth through the AFCFTA. So to conclude, I underline that the North African region can and should be a driver of Africa's digital transformation. By prioritizing knowledge sharing and digital connectivity, the opportunity is there for the region to be a real incubator for transformation based on startups that are agile and that are harnessing innovation. We need a green recovery, and to achieve this, we need to embrace new technologies which are climate smart and which also allow us to track progress. And digital solutions are obviously critical to achieve all of this. So while we are faced with moments of great uncertainty, no magic wands to bring shortcuts out of this crisis, but digital technologies and strategies are accelerators out of our current economic malaise. And even better, they can help us beyond what we already had, beyond what we had previously imagined, creating a new era of opportunity. Thank you so much. Thank you very much, JP, for talking about what ECA is also doing and how we can support our member states. This is really much needed, especially these days. Now, I have already lots of questions from the audience, but before I give the speaker again the questions and then the floor, I would like Professor Mohammed Saidi from Mohammed V University. I give him the floor for 5 minutes. Professor Saidi, the floor is yours for 5 minutes. Over to you. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Je risque de répéter certaines idées qui ont été présentées par un certain nombre de collègues dans ce panel. En fait, cette pandémie a accéléré d'une façon extraordinaire la transformation digitale du système éducatif. Bon, imaginez il y a seulement quelques mois que l'état de développement des initiatives et des stratégies des différents pays à travers le monde visant la digitalisation de l'éducation et l'enseignement vont atteindre un niveau très avancé grâce à cette pandémie. La majorité des formations offertes dans les différentes institutions de formation au niveau mondial en présentiel ont basculé très rapidement dans la plupart des cas et d'une façon improvisée vers le mode virtuel avec toutes les contraintes et les difficultés qui impliquent ces décisions. La pandémie a mobilisé également l'ensemble des acteurs dans le contexte de cette transformation digitale de l'éducation à faire preuve de beaucoup d'innovation pour surmonter toutes les difficultés liées à ce mode d'enseignement, notamment au niveau développement de contenu numérique pour l'ensemble
des formations, la mise en place des infrastructures nécessaires pour ce mode d'enseignement, la formation de formateurs sur les différentes approches pédagogiques et les technologies éducatives, apprenant au contenu numérique, le post-Covid-19 ou ce qu'on appelle également donc nouvelle situation normale sera certainement impacté d'une façon importante par cette expérience. Il nous interpelle pour réimaginer ou réinventer notre système éducatif en institutionnalisant l'éducation digitale à travers des stratégies impliquant les différents acteurs du secteur et en adoptant les différentes approches pédagogiques mieux appropriées, ainsi que toutes les technologies éducatives facilitant cette transition. Si vous permettez, je vais présenter très rapidement quelques challenges à relever dans ce processus pour notre région. Donc, notamment l'accessibilité aux plateformes digitales pour des apprenants dans des régions rurales ou issues de couches démunies. Là, je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup d'imagination et d'innovation. L'enseignement des activités pratiques sur des plateformes digitales virtuelles, donc avec toutes les difficultés que ça suppose, notamment pour un nombre important d'enseignants qui ne sont pas en fait bien initiés sur les différentes technologies et même sur les approches pédagogiques innovantes mieux adaptées à ce mode d'enseignement. L'évaluation des connaissances sur des plateformes virtuelles, je crois que c'est un défi de taille qu'on a vécu et qu'on est en train de vivre actuellement, donc dans le cadre de ce mode d'enseignement qui est basé essentiellement sur des plateformes virtuelles. La formation des enseignants sur les nouvelles technologies, donc qui est une force très importante, notamment donc les nouvelles approches pédagogiques aussi qui sont très importantes. En fait, il y a pas seulement le volet technologique, mais également les nouvelles approches pédagogiques telles que la pédagogie active, la classe inversée, l'apprentissage par projet, à titre indicatif, qui sont en fait des approches mieux adaptées à l'enseignement virtuel sur des plateformes technologiques. Pour apporter des solutions efficaces à ces challenges et pour mettre en place un système éducatif virtuel dans le cadre de la transformation digitale de nos sociétés, il faudrait peut-être l'inscrire dans le cadre d'un écosystème intégré d'enseignement digital, intégrant toutes les technologies éducatives et les infrastructures et ressources digitales nécessaires pour son bon fonctionnement. Voilà, merci. Je suis ouvert peut-être pour discuter ces idées dans le cadre de la discussion qui va être ouverte dans le cadre de ce panel. Thank you very much, Professor Mohammed Saeed, for the insights and also for being precise and short. I would like to throw some questions that I just received from the audience. For the speakers, we can start with JB this time, and then we go to Mr. Mijri after JP, and then Mr. Badawi. So the questions that I have received so far are asking about, the first question is, what do you think are the main obstacles to innovation in North Africa? Second question is, how can we encourage greater innovation in North Africa, especially in the context of COVID-19 pandemic? And here I think this question also coincides with what I said about the financing, where the financing is coming from. The other question, third question, and I think I will stop and then I leave it to JP, Mr. Mijri and Professor Badawi, is are there quick and easy steps one can take to facilitate coordination between North African research institutions,
So over to you, JP, and then 1 or 2 minutes, and then Mr. Mijri, then Professor Badawi. Thank you very much, Khaled. So the main obstacles, I think, firstly, the regulatory environment. And secondly, you mentioned, for example, financing, and this is something which is significant. In relation to the regulatory environment, there are there's guidance that is available from organizations such as ECA. There is also the African Union Strategy of Digital Transformation, which has a number of mechanisms which countries can adopt. But it is also about aligning the regulatory framework with the realities that the country faces. And some countries have done extremely well on this. We can note in North Africa that there is quite a good environment, particularly around the training and capacity building of people to be involved in the digital sectors. And there is a mass of young people who are well trained and well positioned. And the next steps that perhaps need to be made are really to facilitate the startup sector. And I gave some examples in my remarks of how this could be done. Stimulus could be put into, for example, guarantee schemes that will make it easier for startups to access the market. And of course, the accelerated implementation of the AFCFTA will create more opportunities from within Africa. And we saw from some of the examples that I gave of tech companies from North Africa that are already accessing other parts of Africa. And this will be facilitated through the AFCFTA. There is, in terms of partnerships among institutions, universities, there are a number of incubators that are already operational in Africa. But it is also important to consider, for example, open source science and looking at as much as possible and making the general knowledge around scientific research and discovery available, while at the same time a robust intellectual property framework for people to register their innovations. But universities and institutions should try as much as possible to make information available amongst themselves to foster that real spirit of entrepreneurship and innovation. Thank you, and back to you. Thanks, JP, for tackling all the questions. And now, Mr. Mijri, 2 minutes. Merci beaucoup. Pour les obstacles à l'innovation dans les pays de l'Afrique du Nord, je pense que sont des obstacles presque similaires, qu'ils soient au Maroc, en Tunisie ou en Algérie ou autre. Je pense que le premier obstacle, c'est un obstacle d'ordre général qui a trait essentiellement à la structure des économies. Plus on a des économies de rente qui sont basées sur les autorisations et sur des verrouillages des différents secteurs économiques, plus il y a moins de compétition, il y a moins de transparence dans la structure de l'économie, plus on a la difficulté d'accéder à l'innovation et de favoriser l'innovation. Donc, je rejoins complètement ce qui a été dit tout à l'heure, c'est un problème de vision. Est-ce que le pays est centré sur l'innovation? Est-ce que le pays il a une tendance pour favoriser le développement et encourager le développement des solutions innovantes? Ça devrait être porté politiquement avec une priorité nationale claire et affirmée. Donc ça, c'est le premier obstacle. Il faut que la volonté politique soit là avec l'ouverture d'une économie vers la compétition et vers les petits acteurs. Le deuxième obstacle, c'est les financements, effectivement, et ça a été dit. Et le financement, si l'on constate que la structure de financement, tous les pays africains et les pays arabes sont au-dessous de 1% de dépenses pour la recherche et développement par rapport au PIB. Et si on voit les rapports, par exemple, de l'UNESCO ou le dernier rapport à l'échelle de comparatif entre les dépenses R&D dans les pays,
on distingue trois catégories. Les pays leaders qui sont au-delà de 4% de leur PIB, qui dépensent vraiment sur l'innovation et sur la recherche, et c'est pour cela qu'ils sont bien classés dans tous les indicateurs. D'autres pays qui sont en moyenne gamme, ils sont notamment dans les pays de l'Europe et qui dépensent entre 2 et 3, et les pays qui dépensent moins de 1%. En Tunisie, on dépense 0,7%, mais on n'est pas loin de la majorité des pays de l'Afrique du Nord. Et donc, on ne peut être compétitif, on ne peut être tourné vers l'innovation si on ne finance pas l'innovation, d'autant plus que l'innovation est financée par essentiellement l'acteur public, et on constate que les privés ne sont pas ne dépensent pas trop à l'échelle de l'innovation, contrairement à ce qui se passe à l'échelle des pays développés. Troisième obstacle, et je finis par là, c'est l'obstacle quelque part de la problématique existentielle de l'interfaçage entre le monde de la production et le monde de la recherche. Il y a ce qu'on appelle le transfert technologique. Il y a une difficulté systémique entre le monde de la recherche, les laboratoires de recherche et les universités, à faire passer tous leurs efforts, toutes leurs découvertes, toutes leurs solutions dans le monde de la production, dans le monde de l'entreprise. Et ce maillon qui n'existe pas, le maillon de l'interfaçage entre l'industrie et le monde de la recherche, certains pays de l'Europe ou de pays développés ont créé des mécanismes dédiés, des mécanismes qui assurent cet interfaçage, cette vase communicante entre ces deux mondes, qu'on n'a pas réussi dans le monde de l'Afrique du Nord à les faire. En Tunisie, on compte sur des organismes publics qui assurent cette fonction. On laisse probablement à la faculté de faire cette initiative, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. En Europe, dans les pays développés, il y a des organismes beaucoup plus privés, des gens qui sont spécialisés et formés pour assurer cette mission. Bon, il y en a d'autres, mais essentiellement, je trouve que ces trois obstacles qui sont prioritaires pour les pays du Maghreb. Thank you, Mr. Migri. Over to you, Professor Badawi. 2 minutes. Merci de me donner la parole. En ce qui me concerne, je vois deux obstacles. Le premier qui a été soulevé par son Excellence Jean-Paul Adams, qui est le taux de pénétration d'Internet. Je l'ai aussi dit dans ma présentation, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ce qui permet d'échanger les informations entre les différents départements de recherche, le gouvernement, les startups. Donc, je dirais que c'est le pilier principal pour favoriser l'innovation. Cependant, ce pilier ne peut pas survivre sans un contexte, sans un écosystème sans un écosystème qui est armé d'un cadre juridique. En Afrique, comme vous le savez, il existe un règlement général de protection des données, comme en Europe. Cependant, ce règlement, même si plusieurs pays l'ont signé et l'ont ratifié, il n'est pas pleinement mis en vigueur. Donc, pour moi, c'est un obstacle majeur. Car si les données ne peuvent pas voyager dans les tuyaux, l'innovation ne peut pas se faire. Et comment dirais-je et voilà, et la protection et les droits de protection de cette innovation ne peuvent pas être protégés aussi. Je ne pense pas que le financement soit effectivement, le financement est rare en ces périodes. On est en période de crise économique, mais je ne pense pas que le financement soit un problème, car nous vivons dans un monde où l'information circule rapidement. Les bonnes startups qui font les bonnes innovations peuvent toujours trouver du financement à partir du moment où elles sont exposées aux bonnes institutions, aux bonnes personnes, et surtout lorsqu'il s'agit de startups qui sont spécialisées dans les technologies un peu disruptives.
Donc, je résumerai pour dire que les deux obstacles qui me sont que je vois étant les plus pertinents sont les taux de pénétration d'Internet et un règlement général de protection des données en Afrique qui est aussi strict et aussi riche que celui introduit en Europe en 2018. Merci. Professor Badawi, I have a question, a fourth question for you from the audience. The audience is saying that the technology has been there, so the technology is there. Don't you think that the training of potential user of technology should be taken care of? Over to you, Professor Badawi. Thank you for the interesting question. I don't necessarily think that the government should take care of all the training necessary to actually educate the tech people for tomorrow. I think the best way to educate those people is to provide them with the right ecosystem in the country, meaning financing startup, financing research. If the tech people can learn things on the ground, that would be much more beneficial to the government as opposed to partly or fully taking care of their training. Having said that, the government already takes care of the training by providing free university education to people, and that should be accompanied with strong financing going to the ecosystem that enrich that training and make it to the government in the tech and the innovation side. Thank you very much, Professor Badawi, again for your patience and taking more questions. I have more questions really coming from the audience, but I was instructed that we are running out of time. I would like really at the end to thank you all. As you know, I am the acting director for the office. I am an economist. I am not a technology person, but I did learn a lot from the interventions and the questions that is being asked and the expertise of the speakers. And I think really we are left with more challenges than I thought that we have in this area. But I think we heard also some innovations. Before this meeting, I thought that digitalization will help us to help e-commerce and doing business beyond the boundaries, which is everyone knows. But I think Mr. Mijri brought another innovation here when he said that we should use digitalization to protect people and to enhance protecting the vulnerable people, for example. Also, the issues of R&D, again, is leaving us with a question mark for North Africa, where we have the lowest ratios of R&D as a percentage of GDP. But again, I think we have a duty as macroeconomists and finance people to find again, since we are talking about innovation, new ways and new means to enhance the cooperation between the private, the public sector, and also the banking sector. North Africa has excess liquidity. I don't think that the availability of financial resources is an issue. It is, the resources are available, but the problem is how you can tap them. How can you get them out of the banking sector? Banking sector, again, when you talk to the banking sector, they tell you that we are keeper of the deposits, and we have to make sure that we invest properly. So again, I think there must be an innovative ways to get this money out of the banking, and then again invest in digitalization and get really the sub-region to its potential. Thank you very much for being with us, for your participation, for your questions, for your expertise.
And as I mentioned, we will be drafting some of the points that came out from here to share with our governments very soon on 17th of November. And you are most welcome to be with us. Huda is our focal point, and you can reach out to Huda to share the link with you for the governmental meeting on 17th of November. Thanks a lot. Take care. Stay safe. Bye-bye.